10 astuces pour devenir un pro sur n8n. Allez, on voit ça tout de suite. Allez, dans cette vidéo, on ne va pas perdre de temps, on va être concis et efficace. Donc dans un premier temps, on a le fait d'épingler ces modules. Et en fait, c'est dès qu'un module aura été exécuté, on peut voir ici par exemple qu'il a été exécuté, on va pouvoir sauvegarder son output et réutiliser cet output-là dans toute la suite du workflow, sans avoir pour autant à réexécuter voilà, ce module. Dans le cas de ce workflow, j'ai effectué une génération d'image, puis ensuite je l'ai hosté, et ensuite j'ai envoyé cette image hostée par mail. Si par exemple je veux faire des tests sur la suite du workflow sans avoir à régénérer mon image à chaque fois parce que ça a un coût d'utiliser l'API, je vais pouvoir voilà, épingler, donc en appuyant sur la touche P ou en faisant un clic droit pin, je vais pouvoir voilà, épingler ces modules. Hop, donc voilà, j'épingle mes deux modules donc de génération d'images et de stockage d'images, et on peut voir en effet que la data de ce module est épinglée, donc elle est conservée. Donc en fait, si maintenant je fais exécuter le workflow, on peut voir qu'il y a juste le dernier module qui s'active et qui est exécuté. Ici, la donnée a été conservée et on n'a pas réexécuté à nouveau ces modules. C'est très utile dans le cas notamment de workflow où voilà, on a beaucoup de call API, beaucoup d'exécution d'IA, et on a juste envie de, voilà, de conserver les résultats et de ne pas avoir à trigger des API, que ce soit en termes de coût ou même en termes de temps tout simplement. Ensuite, en 2, on utilise les predefined credentials. Sur n8n, avec les HTTP callouts, on a la possibilité voilà, de faire des calls API avec plein d'outils différents. Et il peut être pratique tout simplement d'enregistrer nos credentials directement dans l'HTTP callout. C'est une fonctionnalité qui est disponible avec n8n. Donc on peut voir ici par exemple que pour cette génération d'images, voilà, j'ai un credential qui est indiqué par header. Donc en fait j'ai deux possibilités. Soit j'envoie le header et je fais authorization et ensuite je mets bearer espace et je mets ma clé API, voilà comme ça. Donc ça peut être ce format-là, authorization, pardon. Ou alors soit, si ce credential d'OpenAI, en fait je l'utilise à différents endroits du flow, ça peut être relou de devoir copier-coller à chaque fois à chaque endroit. Tandis qu'en fait, je peux juste aller dans cette partie-là, authentification, je vais dans Generic Credential Type, je choisis une connexion donc par header, donc on peut voir voilà, qu'il y a plein de fonctionnalités possibles, et ensuite je vais indiquer directement, je crée mon credential, voilà, et je lui indique Authorization avec bearer, espace, ma clé API. Et par la suite, si je vais dans un autre HTTP callout, on peut voir ici que je peux aller Authentification, Generic Credential Type, header, et je peux choisir mon credential OpenAI. Voilà. Comme ça, au moins, je gagne du temps, j'ai pas besoin de copier-coller, et même tout est rangé, ordonné, et c'est beaucoup plus clean. Ensuite, ce qu'on veut, c'est éviter au maximum les hallucinations quand on utilise des agents IA ou quand on fait intervenir tout simplement de l'IA dans nos automatisations. Pour ça, on a deux possibilités, notamment avec les agents IA, qui sont le module Think et aussi l'output parser. L'objectif, c'est que voilà, cet agent il nous donne un output qui soit le plus consistant et précis possible. Donc pour ça, on va pouvoir utiliser le module Think. Ce module, la plupart du temps, va nous permettre en fait de l'incorporer dans la réflexion de l'agent. En gros, je donne mes instructions à mon agent. Cet agent suit ses instructions lors de son exécution. Et j'utilise ce module Think pour lui dire « Ok, donc à la fin de ta génération, vérifie que toutes les instructions ont bien été effectuées. Et si ce n'est pas le cas, recommence jusqu'à ce que toutes les instructions ont bien été respectées. » Donc ça nous garantit d'avoir une limitation des hallucinations et du coup d'avoir voilà, un output qui soit le plus clean possible. Pareil pour l'output parser. Du coup, cet output parser va nous permettre voilà, de générer un format JSON de sortie. Donc on a deux possibilités. Soit on va générer le format JSON par un exemple, donc comme ici. On peut voir du coup State California, Cities, du coup c'est un array avec les différentes villes dedans. Et avec cet exemple-là, il va capter directement que California, c'est du texte. Pareil pour ici, c'est une array avec du texte dedans. Et tandis que pour le JSON schema, cette fois-ci, on ne va pas indiquer donc d'exemple dans les properties, mais par contre, on va lui indiquer le type de chacune des properties. Donc ici, on peut voir que type c'est un objet, properties ici c'est une string, etc., etc. Et donc nouvelle fonctionnalité n8n, on peut incorporer directement le autofix de cet output parser directement dans le module. Donc en gros, quand je vais faire un run de mon agent, il va, en plus de vérifier toutes les instructions, me garantir une sortie d'output au format JSON que j'ai prédéfini.
Et si le format JSON n'est pas bon, grâce à cette fonctionnalité autofix auquel j'ai rajouté du coup un modèle d'IA, il va vérifier la structure de l'output et faire en sorte que le format JSON soit respecté. En 5, l'objectif cette fois-ci d'adapter le bon LLM en fonction du besoin. Bon, pour ça, je vais pas faire la liste de tous les LLM disponibles sur le marché et de leurs forces et de leurs faiblesses, mais ce qu'il faut savoir, c'est que chaque LLM a un coût d'utilisation. On va pas utiliser un LLM qui est overkill pour un besoin qui est très très simple. Et donc, c'est à vous ensuite de définir quel LLM utiliser en fonction du besoin. À savoir qu'il existe des LLM qui sont meilleurs en termes de code, des LLM qui sont meilleurs en termes de rédaction de texte. À savoir qu'il existe aussi 3 types d'LLM. ChatGPT, DeepSeek, Claude sont des modèles de type décodeur. Mais on a aussi des modèles qui sont de type encodeur et des modèles qui sont de type encodeur-décodeur. Si vous voulez une vidéo pour savoir qu'est-ce que c'est que ces différents types de modèles, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je vous ferai une vidéo dans ces cas-là. En fait, on a vraiment des forces et des faiblesses pour chacun des modèles et du coup, il est intéressant de bien connaître celles-ci pour pouvoir les adapter dans vos workflows. Et aussi, donc ce que je vous présente là dans cet exemple, c'est d'utiliser un agrégateur d'LLM. Donc ici, on utilise OpenRouter. Cet OpenRouter va nous permettre de choisir différents modèle d'LLM et va nous permettre de switcher facilement de l'un à l'autre. Donc pour ça, c'est tout simple. En fait, on crée un compte sur OpenRouter. Ensuite, on connecte sa clé API directement ici et on a accès ensuite à différents modèles. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'OpenRouter est, je crois, un peu plus cher que si on passe directement par un LLM parce que voilà, il prend une commission. Mais en tout cas, ça nous permet d'être hyper flexible. Et potentiellement, voilà, si on a un down chez OpenAI et que NoFlow était configuré sur du OpenAI, en fait, on peut très bien switch là d'un coup sur du Claude, par exemple. Voilà, donc là, on est passé sur du Claude et voilà, NoFlow peuvent continuer de tourner même s'il y a un down chez OpenAI et inversement, bien sûr. Hop, 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 toi, je t'arrête tout de suite pour que tu penses à t'abonner et à laisser un petit like sur la vidéo si elle te plaît. Et voilà, on se retrouve dans la suite de la vidéo. Ensuite, en 6, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser au maximum les variables dynamiques. Ce qu'on veut dans un flow, c'est éviter toutes les actions qui sont inutiles et qui peuvent engranger du coup plus de temps de process et potentiellement plus d'erreurs aussi. Ce qu'on veut, c'est avoir les flows les plus simples possibles et les plus efficients possibles. Dans ce cas-là, par exemple, on a un cas de flow sans variable dynamique et un cas de flow avec variable dynamique. On peut voir vraiment qu'on utilise 2 fois moins de modules avec des variables dynamiques. Donc le but de ce flow, c'est, donc là ici, on setup une variable, 1 ou 2. On a setup 2. Si la valeur est 2, alors on arrive en bas et on affiche la valeur 2. On peut voir ici que résultat égale 2, mais que si on avait utilisé un flow avec une variable dynamique, donc là, toujours pareil, on setup 1 ou 2, et en fait, la variable indique le résultat. Si JSON, donc 1 ou 2, est égal à 1, alors on affiche 1, sinon on affiche 2. Et on peut voir qu'en fait, c'est comme des fonctions Excel, des fonctions Gsheet tout simplement. Autant utiliser ça et on gagne du temps. Voilà, le résultat est 2. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment de vous renseigner. Il y a plein de sites qui regroupent ces fonctions. Je vous conseille vraiment de, quand vous construisez votre flow, de checker ces fonctions-là et de voir à quel endroit vous pouvez justement les incorporer dans vos automatisations. Ici, on suit la même logique que précédemment. Ne pas utiliser d'IA si ce n'est pas nécessaire. Je vois trop de personnes aussi qui utilisent des agents IA à chaque endroit du workflow. Et en fait, utiliser des IA, ça permet juste de rajouter plus de complexité, plus d'hallucinations, et donc une moins bonne robustesse de vos résultats. Vous aurez potentiellement plus d'hallucinations et donc plus d'erreurs. Voilà. Dans ce cas-là, on a un texte ici avec un email. Il s'agit d'un texte avec un email, test1234@gmail.com, essaye de le récupérer. Donc là, c'est mon texte, je veux extraire uniquement l'adresse mail. J'ai un cas ici où j'ai un agent. Peux-tu extraire uniquement l'adresse mail de la phrase suivante? Output seulement l'adresse mail. Là, théoriquement, il va nous output l'adresse mail. Et en fait, juste ici, j'ai utilisé quoi? J'ai utilisé un regex. Regex, c'est des regular expressions. Et ces regular expressions vont nous permettre d'identifier précisément la partie dans un texte qu'on veut extraire. Pour ça, on utilise différents patterns, on utilise différents caractères aussi, et ça nous permet d'identifier précisément le pattern que l'on veut dans un texte. Donc là, je vais pas rentrer dans une leçon de regex, mais typiquement, ici, on va récupérer tous les patterns donc, qui commencent par des lettres en majuscule, en minuscule ou des chiffres, suivis d'un arrobase, donc l'arrobase de l'adresse mail, ensuite des lettres en majuscule, minuscule ou des chiffres, ensuite un point, donc le point, donc .com, .fr, etc. Et ensuite, des lettres en majuscule, en minuscule, avec minimum 2 lettres. Donc pour du .fr ou du .com. Donc maintenant, si je run mon flow, hop, on peut voir que j'ai bien récupéré l'adresse mail, qui est test134@gmail.com, et
pareil, test134@gmail.com pour l'agent. Donc les deux fonctionnent pour ces cas simples. Mais voilà, typiquement, pour des cas de gros workflow, on a envie donc d'éviter les hallucinations. Et avec ce genre de module, on est sûr d'avoir un résultat versus un agent où on peut potentiellement avoir plus d'hallucinations. Enfin, ce que je vous conseille, c'est vraiment de bien apprendre à formater vos prompts dans les agents et si possible, voilà, de vous faire aider pour créer ces prompts. Ces prompts vont être à la base de vos modules agent IA et aussi plus le prompt sera bon et plus il va éviter les hallucinations. Pour ça, moi, ce que j'utilise, c'est ce genre de prompt. J'utilise du Markdown, qui est un langage qui permet de structurer votre prompt. Donc, par exemple, d'étirer permet de faire des listes sans ordre. Ensuite, on peut avoir des listes ordonnées avec 1, 2, 3. On peut aussi indiquer du coup les titres avec H1, H2, H3 avec des hashtags. C'est un peu comme de l'HTML mais qui est pour moi plus simple en termes de rédaction et qui va vous permettre de structurer vos prompts de manière correcte. Donc j'aime bien créer mon prompt en différentes parties. J'aime bien indiquer dans un premier temps le rôle de l'agent. J'aime bien aussi indiquer dans quel contexte il va travailler. Donc qu'est-ce qui se passe avant dans le flow, qu'est-ce qui se passe après. Je vais indiquer quels sont les outils qui sont disponibles pour cet agent, quels sont les outils qui sont connectés à cet agent et à quel moment il doit potentiellement les utiliser. Ensuite, quelles sont les instructions. Donc là, c'est les instructions qu'il va devoir suivre étape par étape, qui synergisent du coup bien avec le module Think, qui va lui permettre de revoir toutes ces instructions-là une fois que ça a été fait. Et ensuite, la partie exemple très importante pour moi, un exemple d'input et un exemple d'output. Enfin, on peut lui donner des règles et des instructions finales. Par exemple, n'invente jamais d'informations, n'émet pas d'opinion ou interprétation subjective, vérifier systématiquement que toutes les étapes ont été respectées à l'aide de l'outil Think, justement. Ne jamais indiquer qu'il s'agit d'une IA ou d'outils internes dans le résultat. Voilà, toutes les règles en fait qu'on veut que l'IA retienne et applique dans son exécution. Et si vous voulez gagner du temps dans cette rédaction-là, si vous n'avez surtout pas l'habitude au début d'avoir ce genre de réflexe en termes de construction de prompt, j'ai ce genre de workflow sur N8N. Disons que je veux créer un prompt pour un agent et en fait je vais pouvoir échanger avec cet agent. Il va me poser différentes questions, je vais lui répondre en fonction de mes besoins et de ce que je veux créer comme prompt et à la fin il va me donner un prompt structuré comme on a vu précédemment et voilà, ça me permet de gagner du temps ou au moment d'avoir un prompt bien structuré, en tout cas au début. Là on peut voir que je suis en train d'échanger avec ce workflow et qu'il me demande qu'est-ce que tu veux comme agent, quelle requête ou situation cet agent doit supporter. Ça va être à moi d'échanger maintenant avec lui et lui expliquer un peu mon besoin. Et à la fin, il me sortira un prompt en Markdown. Enfin, dernière astuce, et qui sera peut-être même à l'origine d'une future vidéo, c'est d'apprendre à gérer les erreurs de vos flows. Plus les flows deviennent complexes, plus les flows deviennent longs, et plus il est important de gérer ces erreurs afin d'éviter donc les cas où le flow plante totalement et s'arrête. Pour ça, il existe plein de méthodes différentes. On peut créer des flows spécialement trigger par des erreurs et tout rerouter vers ces flows-là. On peut faire en sorte, notamment pour tout ce qui est agent IA, d'aller dans la partie settings. On peut faire du retry on fail, donc c'est-à-dire recommencer si l'agent plante, ce qui peut arriver notamment si on dépasse le nombre de tokens limite d'OpenAI par minute, ce qui peut arriver assez fréquemment dans les gros flows. Et dans ces cas-là, on n'a pas envie que l'agent plante, on a envie qu'il retente. J'ai mis 2 tentatives pour recommencer l'exécution avec un intervalle de 5 secondes. Si vraiment il y a une erreur, on peut continuer, mais cette fois-ci en utilisant l'output erreur. Donc l'output erreur, c'est celui-là. Et en fait, on va pouvoir lui greffer donc, des modules. Ici, typiquement, pour ces 2 modules-là, j'aurais greffé un module Gmail, car voilà, je vais pouvoir m'envoyer ces 2 erreurs par mail afin de savoir directement où a eu lieu le problème et sur quel node. Typiquement ici, on peut voir que je fais appel à la variable $workflow, qui va me permettre d'appeler le nom du workflow et ensuite l'ID de ce workflow-là. Et je vais pouvoir donc générer un URL qui va m'emmener directement sur le workflow et je vais bien indiquer à quel module ça a planté. Voilà. Et je vais pouvoir checker dans la partie exécution où est-ce que le flow a eu une erreur. Et ça va me permettre d'intervenir beaucoup plus rapidement dans ce cas-là. Merci à toi d'être arrivé jusque là dans la vidéo. J'espère que tu as aimé le concept. Et voilà, si tu as d'autres idées de concept, n'hésite pas aussi à en laisser en commentaire. Et moi, dans tous les cas, je te dis à la prochaine. Allez, ciao!